Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jacques Herman. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, directeur général du promoteur et développeur immobilier Altarea. Bon, on parle de la crise du logement et c'est vrai que ce soit les ventes dans le neuf, que ce soit dans l'ancien, dans le locatif, c'est une évidence, la France traverse une sérieuse crise du logement. Vous confirmez après, la question c'est est-ce qu'il y avait déjà des problèmes sous-jacents qu'on ne voulait pas voir parce que les taux d'intérêt ont été très bas pendant très longtemps ? Est-ce que c'est juste la faute des taux d'intérêt et est-ce qu'on est parti pour une crise comme dans les années 90 ou est-ce qu'elle peut se résorber plus rapidement ? Il y a plein de questions en même temps. Ça fait beaucoup de questions, mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que sur la dizaine d'années qui vient de s'écouler, on a accumulé un certain nombre de problèmes, mais on était anesthésié par une drogue qui est les taux très très bas et de plus en plus bas. Et puis tout d'un coup, on est sevré, les taux remontent très fort et tout d'un coup, et le crédit se raréfie. Et là, les problèmes remontent à la surface. Tout simplement, on était un certain nombre à faire des choses pas très raisonnables qui coûtaient cher et on le faisait payer au client final en augmentation de prix et le client final pouvait les payer parce que lui se finançait pas cher. On a un crédit immobilier en France qui est incroyable. On se finance pas cher, à taux fixe, sur 25 ans. On peut rembourser quand on veut, on peut renégocier quand on veut. Ça défie toutes les lois de la finance, mais ça marchait très bien. Et puis tout d'un coup, patatras, ça disparaît. Et là, on s'aperçoit qu'on ne produit pas assez, que ça coûte trop cher, qu'on rehausse les normes au mauvais moment, que la demande ne résiste pas à la hausse des taux et à la raréfaction du crédit. Et on rentre dans une situation où tout se grippe. Et ce n'est pas juste la promotion de logement neuf, c'est le logement tout court qui est grippé. On manque cruellement de logements. Il y a plein de gens qui cherchent des logements et qui ne trouvent pas. Les listes d'attente de logement social sont énormes, 2 400 000 personnes. Les listes des gens qui appellent les sites qui proposent des appartements à la location, c'est de l'ordre de 8 pour 1, 8 demandes pour une offre. Et donc il y a plein de gens frustrés qui restent, qui s'entassent dans des 2 pièces, qui restent chez papa-maman alors qu'ils n'ont plus l'âge, qui restent en couple alors qu'ils ont divorcé, ou qui font 40 km pour aller au bureau dans leur voiture diesel. C'est ça la crise du logement, c'est un bien qui est absolument essentiel. Et quand ça se grippe, c'est potentiellement, ça peut détricoter la société, la cité. Même. Avec des marchés qui sont interconnectés entre la location, le neuf, l'ancien. Tout, le neuf, l'ancien, le social, le libre. Les promoteurs de logements fabriquent 54% des logements sociaux neufs. Donc si nous, on ralentit, le logement social neuf ralentit. Si l'ancien baisse un peu, ce qui est probable, la comparaison entre les prix du neuf qui ne peuvent pas baisser parce que les prix de revient sont très élevés, il n'y a plus de marge, et les prix de l'ancien posent problème. Et la réponse, c'est on fabrique moins. Et tout est comme ça. Après, est-ce qu'il y a un remède miracle ? On va parler après du plan logement du gouvernement, mais est-ce qu'il y aurait un remède miracle ou pas ? Là, c'est un truc besogneux. Moi, j'aime bien l'idée du sac de nœuds. Vous voyez, le nœud complètement indétricotable. Vous vous dites, j'en ai pour 2 heures à défaire tout ça. C'est exactement ça. Donc, il faut d'abord savoir que ça prend du temps. Deuxièmement, être très méthodique, tirer une ligne après un fil après l'autre, défaire progressivement le nœud, surtout pas tirer très fort dessus, parce que là, on aggrave le truc. Et c'est exactement ce qu'on fait. Les mesures récentes, notamment celles dont a parlé le ministre de l'Économie et des Finances, qui est supprimer le Pinel et diminuer le PTZ, le timing est surréaliste. C'est-à-dire vous tirez très fort sur la ficelle au moment où le nœud est le plus indétricotable. Ça fait 40 ans en France qu'on a des mesures de soutien à l'investissement locatif avec l'idée qu'il faut que l'épargne des classes moyennes permette d'investir dans l'immobilier locatif pour loger les gens qui sont en location et que ça vient améliorer, développer le parc locatif que l'État et les bailleurs sociaux à eux seuls peuvent pas. Ça coûte des milliards d'euros à l'État. Ça coûte moins que ce que ça rapporte. Vous vous rappelez, l'État touche 90 milliards de recettes fiscales du logement et il en redépense 38 milliards. C'est un modèle où on matraque fiscalement et après on donne des vitamines pour essayer de ranimer le patient. En Allemagne, on taxe beaucoup moins et on subventionne beaucoup moins. C'est un autre modèle qui a son Alors pourquoi supprimer dans ces cas-là le Pinel si ça rapporte ? C'est une erreur parce que c'est ce qu'on appelle une mesure procyclique. C'est-à-dire, c'est le pire moment pour le faire. Vous avez le malade qui est pas loin de trébucher, on lui enlève la béquille. C'était quand il allait bien, peut-être il y a 5 ans qu'il fallait enlever la béquille.
Mais là, on prend une mesure procyclique, c'est-à-dire qui va aggraver la crise. Et c'est pas vrai, d'ailleurs ça n'est pas prouvé, malgré les incantations de Bercy, que le Pinel a fait la preuve de son inefficacité. C'est juste un slogan. On n'a jamais vu d'études sérieuses, de travail sérieux établissant ça. Nous, on pense plutôt que le Pinel y permet d'inciter des Français, notamment des classes moyennes, à investir dans un 2 pièces et le mettre en location. Et ça, c'est bon pour l'équilibre général de l'offre. Il n'y a rien qui vous satisfait dans les annonces du gouvernement de son plan logement? Si je ne fais pas partie des gens vraiment radicaux, je dis, on a président travaillé... de la Fédération des promoteurs immobiliers s'est dit très en colère. Oui, ben c'est normal, il est très déçu parce qu'on a tous travaillé 6 mois en mode collaboratif. On a mis 250 personnes au chevet du malade logement. Et à la fin, on a des petites mesures qui ne sont pas à l'échelle. Donc moi, je dirais, pour être positif, il y a un début de mesures. Tout n'est pas jeté dans les mesures. Qu'est-ce qui n'est pas jeté? Non mais on ne va pas rentrer, c'est très vite, très technique. Mais on est loin du compte, c'est ça qui est important. Alors donc il y a un petit quelque chose qui dénote une prise de conscience assez large, sauf peut-être à Bercy, du fait que la crise du logement est sociétale, majeure, et que c'est une bombe et qu'il faut s'en occuper. Après, vous avez la première ministre qui s'est déplacée. C'était pas prévu ni garanti au départ. Ça veut dire que au niveau de l'entité qui fait les arbitrages interministériaux dans la Ve République, à savoir Matignon, on prend le sujet à bras-le-corps. On sait aussi qu'à l'Élysée, il y a une certaine prise de conscience aujourd'hui du sujet. Le président de la République s'est exprimé là-dessus. Donc, il y a des trucs positifs. Après, au niveau du plan d'action, qu'est-ce qui manquait? On peut faire plein de choses. Des choses qui ne coûtent pas d'argent. Vous avez compris qu'il fallait faire des économies sur la dépense publique. Oui, en fait, pour décoincer la chaîne ou le sac de nœuds dont on parlait tout à l'heure, il faut que les gens qui sont dans le logement social et qui n'y ont plus droit parce que leurs revenus ont augmenté, soient orientés vers le logement intermédiaire. Comme ça, ils laissent la place à d'autres qui en ont plus besoin. Il faut fabriquer donc du logement intermédiaire. C'est le sens des achats. Vous me disiez qu'est-ce qu'il y a de bon dans les mesures qui ont été annoncées. Les achats par la Caisse des dépôts, Habitat et Action Logement. Quel montant? 50, 80 000 47 000 logements, et majoritairement du logement intermédiaire. Donc le produit dont on a besoin pour faire migrer les gens du logement social dont les revenus augmentaient vers le logement intermédiaire, ce qui permet de libérer de la place dans le logement social. C'est one shot, 50 000 achats, c'est en... Oui, c'est one shot. En fait, le logement intermédiaire, c'est l'une des clés de la résolution du problème du logement français. C'est quelque chose qu'il faut favoriser, il faut inciter les maires à en faire, il faut l'élargir. Pour l'instant, il est réservé aux bailleurs sociaux. Il faut que tout le monde puisse investir dans un logement intermédiaire, c'est-à-dire un logement avec un loyer qui est plus élevé que dans le social, mais moins élevé que dans le libre, ou plutôt des gens qui ont moins de ressources que dans le libre. Et ça, c'est un truc assez fondamental. Après, il faut aussi, plutôt que de supprimer le Pinel, ça fait 40 ans qu'il y avait un système d'incitation pour que les classes moyennes investissent dans le logement, il faut réinventer quelque chose. Alors pas un truc qui porte le nom d'un ministre, qui dure 2-3 ans, qui ressemble à une niche fiscale. Un truc qui est dur, un truc pérenne. Alors nous, on a appelé ça le statut du bailleur privé. On s'est immédiatement fait dézinguer par Bercy qui dit c'est trop cher, sans prouver que c'est trop cher. Parce qu'en fait, c'est un principe qui consiste, comme dans l'industrie, à dire pour inciter un acteur économique à investir, on va lui permettre de faire un amortissement accéléré, c'est d'amortir son bien. Donc ça crée un déficit foncier, et ce déficit foncier, on l'impute sur le revenu global, et donc on paye moins d'impôts. C'est clairement une incitation assez classique dans l'industrie. L'amortissement accéléré, ça existe. On fait la même chose pour inciter l'acteur économique épargnant de la classe moyenne. Parce qu'aujourd'hui, quel est son intérêt, si vous voulez? Le logement, ça rapporte 2%. Vous avez quelques ennuis avec les locataires qui payent pas, etc. Et vous avez des impôts massifs. Et puis, ça coûte 4% de se financer, aujourd'hui à crédit. Et donc, plus 2, moins 4, pourquoi faire ça? Donc, vous voyez bien qu'il faut une raison. Le Français des classes moyennes, il est prêt à faire ça à zéro
parce que c'est un complément de revenu ou c'est la préparation de sa retraite, c'est un acteur économique unique, le seul au monde capable d'investir, même si ça rapporte 0, mais pas moins 2. Ouais. Et donc là, il y a besoin d'une action de l'État, et c'est le statut du bailleur privé, l'amortissement accéléré. Donc le plan actuel du gouvernement ne résoudra pas la crise actuelle. Ah non, loin de là, loin de là. Il nous manque plein de choses et il faut travailler sérieusement. Mais il n'y aura pas de plan numéro 2. Si, on pense que c'est une étape. On pense que c'est une étape. On pense que la ça prise de conscience a démarré, que pour des raisons liées aux arbitrages interministériels et au combat très dur qu'a mené Bercy pour qu'il sorte pas grand-chose du CNR, cette étape est frustrante et même on met certains en colère. Mais il y aura d'autres occasions, un projet de loi de finances, etc. Malheureusement, en France, il faut que les crises soient visibles, s'aggravent et parfois conduisent à des drames sociaux pour qu'on prenne les choses par... Mais en attendant, si rien n'est fait, qu'est-ce qui se passe sur le marché du neuf, sur le marché, marché du neuf ancien, sur le marché locatif, si on prolonge les courbes? Alors le marché locatif, il est sous-offreur. Il y a beaucoup plus de gens qui veulent un appartement, un logement, que d'offres de logement. Donc, vous créez énormément de frustration, des gens, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas satisfaits, avec le danger pour la démocratie, qui est d'avoir des gens en colère, des gilets jaunes, ou des gens qui votent pour les extrêmes, etc. Des gens de danger de déstabilisation de la société par la non-satisfaction d'un besoin essentiel et la frustration. Ça, c'est le locatif, il est totalement déséquilibré. On le sait, tout le monde le sait, la prise de conscience est là. Il faut bouger en fabriquant de l'intermédiaire, en libérant du social, en stimulant la production. C'est tout l'inverse qu'on fait, mais un jour, ça s'imposera. Sur le neuf, ce qui va se passer, c'est que nous sommes des industriels. On ne fait tourner la chaîne de production de voitures, d'avions ou d'appartements que s'il y a un débouché commercial avec un petit peu de marge. Un petit peu de marge, c'est 5% de marge. Ne croyons pas, ne croyez pas. Dans l'imaginaire collectif, les promoteurs se gavent, pardon de vous le dire. Merci de m'offrir cette occasion. Tout le monde croit qu'un promoteur, ça gagne 25% de marge. Ça gagne 5% de marge après 4 ans de travail. Donc quand on dit c'est trop cher, le neuf et tout. Un promoteur gagne 15 000 € par appartement vendu après 4 ans de travail. C'est pas du vol. Bien sûr, 15 000 fois beaucoup d'appartements, ça commence à faire une certaine somme. Et c'est pour ça qu'on est là, qu'on emploie beaucoup de monde et qu'on en produit. Mais on gagne peu, et du coup d'ailleurs on peut peu baisser le prix, et c'est pour ça que notre réaction à un coup de mou fort sur le marché comme aujourd'hui, c'est de réduire la production. Ce qui est comme tout industriel. Insensé puisqu'il faudrait produire plus. Ce qui est insensé quand on le ramène aux enjeux du pays, aux enjeux sociétaux. Et alors le prix de l'ancien, oui, je pense que c'est un sujet que vous connaissez bien sur les marchés financiers, de capitulation. Quand les vendeurs... pour l'instant, les vendeurs ne veulent pas baisser. Les vendeurs ne veulent pas baisser, les acheteurs ne veulent pas acheter au prix d'hier, et donc le marché se rétracte. Et puis un jour, les vendeurs se disent « Ah ouais, mais j'ai quand même vraiment besoin de vendre, donc je fais un effort. » Et là, s'ils rencontrent un acheteur qui est intéressé, la transaction se fait. Et ça, c'est devant nous à court terme. Oui, mais c'est long. Ça prend plus de temps qu'on ne croit. Et c'est pas massif. C'est pas un crash. Contrairement au marché financier où il peut y avoir des crashs. C'est un ajustement, voilà. Et donc vous voyez, un marché locatif complètement sous-offreur, un marché de l'ancien qui peut baisser, mais pas vite et pas très fort, et un marché du neuf qui traduit la crise par une réduction de la production. Se tirer une balle, ça dure combien de temps cette histoire de crise? C'est la grande question. Parce que du côté taux d'intérêt à court terme, on sait qu'a priori ils vont encore monter du côté de la BCE. Après, où seront les taux d'intérêt chez les anglo-saxons, ça va beaucoup plus vite parce que les loyers sont libres. Et donc la traduction de tout ça, c'est une forte augmentation des loyers. Voilà, prenez le marché de Dublin, 16% d'augmentation des loyers en 2022. Parce que des équilibres d'offres et de demande. Ouais. Chez nous, c'est différent, on est en France, donc on a des loyers bloqués ou régulés ou fixés. Et donc, il n'y a pas cette variable d'ajustement libéral. C'est probablement bien pour les locataires et ceux qui ont un peu de pouvoir d'achat, mais ça empêche le règlement rapide de ce déséquilibre offre-demande. On est parti sur une crise sur plusieurs années de l'immobilier? Ah oui, certainement. Je pense que la majorité d'entre nous dans le secteur est passée d'un scénario à 2 ans de crise comme en 2008-2010 à un scénario à 5 ans de crise comme en 90-95. La crise de l'immobilier en France pourrait durer 5 ans? Oui,
Certains disent même 10, mais bon, disons, le sac de l'eau est tellement bloqué. Et je ne parle pas que du neuf, je parle de la crise du logement au sens large, le stock, le flux, l'ancien, le neuf, le social, le libre, tout ça, tout est coincé et durablement coincé. On produira combien de logements neufs cette année? Je voyais je ne sais pas si c'est les ventes ou les réservations de logements neufs en baisse de 52% au premier trimestre. Ouais. Ce sont les ventes ou les réservations? Ce sont les réservations. Ah, c'est ce que je pensais. Les réservations. C'est comme hyper violent, c'est d'une rare violence quand même. Oui, exactement. On produira combien de logements neufs en France? Je pense qu'on produira, que les promoteurs produiront moins de 100 000 logements en 2023-2024, à comparer à 140 000, 150 000 dans les années normales. On en produira 100 000 au lieu de 150 000. Voilà, exactement. Donc ça fait moins de 100 000, peut-être 80 000, 90 000. Bon. Après, il y a aussi, pardon, je pense à ça, parce que parmi les fautifs, en tout cas, le nœud du problème se trouve, disent certains aussi, du côté des maires, avec un nombre d'autorisations de permis de construire délivrés par les maires qui a chuté de 11,5% sur un an. À fin mars, ce sont les chiffres du ministère de la Transition écologique. C'est problématique. Après, il faut aussi se mettre à leur place. Oui. Il faut se mettre à leur place aussi. Oui, tout à fait. Donc c'est toujours facile de dire, ouais, mais les maires, ils délivrent pas assez de permis. Mais bon, quand on a des administrés ou des habitants qui n'ont pas envie de... Le maire est le reflet de la société. La société française a vu le consensus sur l'acte de construire se réduire. Et pourtant, il faut construire, non pas par rapport aux voisins d'à côté ou à l'individu citoyen de la ville en question, mais parce que le pays en a besoin, on n'arrive pas à loger tous les Français. Et donc, il faut répondre, c'est ce qu'a assez bien fait la commission Rebsamen, qui s'était réunie il y a 2 ans là-dessus. Elle a analysé tous les facteurs de blocage qui font que les maires ne signent pas de permis de construire, ou pas beaucoup, ou pas assez. Donc, c'est comment je finance ma crèche, comment je finance mon école. Pourquoi je n'ai pas plus de ressources fiscales? Et avant, c'était la taxe d'habitation qui permettait ça. Ça fait partie de ça. Sauf que maintenant, depuis qu'elle a été supprimée... Elle a été supprimée et elle est compensée sur des bases historiques. C'est-à-dire qu'un maire qui bâtit n'a pas plus de ressources fiscales qu'un maire qui ne bâtit pas, alors qu'il a des dépenses supplémentaires et des besoins supplémentaires. Et donc, c'est l'un des effets pervers et secondaires auxquels probablement on n'avait pas pensé, la suppression de la taxe d'habitation et sa compensation sur des bases historiques. C'est qu'on a cassé le lien entre je construis et j'ai des ressources fiscales supplémentaires. Et ça, c'est un vrai problème. Respectable, légitime. Avec aussi le risque pour les maires bâtisseurs d'être sanctionnés dans le cadre des élections qui suivent, municipales aussi. Ouais, on dit maire bâtisseur, maire loser. Ça rime, c'est joli. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Donc on est parti quand même pour plusieurs années de crise. C'est compliqué et c'est pour ça que quand nous et plein d'autres gens du logement social, la Fondation Abbé Pierre, on dit attention, on a un méga problème. C'est une bombe sociale, il faut qu'on s'en occupe. Écoutez-nous, on propose des mesures qui ne sont peut-être pas des martingales, mais qui vont dans la bonne direction. Il y en a qui ne coûtent rien au budget de l'État. Qu'est-ce qui ne coûte rien, tiens, en mesure? Développer le logement intermédiaire, ça rapporte plus que ce que ça coûte. Il y a une TVA réduite à 10%, mais il y a une TVA. Donc si on développe du logement intermédiaire, on fait rentrer des ressources fiscales. Améliorer le crédit immobilier, décoincer la Banque de France, ça ne coûte rien au budget de l'État, notamment sur les investisseurs en locatif. Les banques sont assez grandes pour savoir s'il faut prêter ou pas à un ménage qui veut faire un investissement locatif. C'est peut-être différent sur les primo-accédants, les gens qui ont des ressources plus limitées, qui veulent acheter. Ceux-là, il faut peut-être leur appliquer des règles de prudence, mais pas les autres. Et ça ne coûte rien au budget de l'État. Et puis par ailleurs, on peut faire mieux avec la même dépense fiscale en reconnaissant qu'il faut inciter les acteurs privés à acheter de l'immobilier pour le mettre en location. On n'est pas obligé de dépenser plus. En revanche, dépenser moins là, en pleine crise, c'est risqué. Et oui, la procyclicité, il faut faire attention en matière de politique économique. Merci de passer nous voir. Jacques Herman, donc le directeur général d'Altarea, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. À bientôt.